pour cette nouvelle émission. Avec nous ce soir, deux beaux invités, le Lapin. Bonsoir. Et Lannister. Bonsoir. Le sujet de ce soir, on a ces deux invités avec nous pour débattre de la 1.5 qui est sortie ce début de semaine, voir comment on l'a appréhendé. On va pas détailler toutes les règles, mais vraiment les éléments forts que l'on veut aborder avec vous, présenter ce soir. On va aborder d'abord les règles génériques. Premier gros changement sur les charges. On peut parler d'un gros changement. Pour moi, on change carrément l'optique du jeu, dans le sens où les charges, jusqu'à 1.5, étaient quand même très très permissives. Tu avais moyen de charger de tous les côtés assez facilement avec juste un coin de socle. Ouais. Et là, si tu n'as pas au moins la moitié, tu passes pas. Déjà, tous les jeux défensifs vont pouvoir fonctionner, puisque aligner des unités va pouvoir fonctionner. Là, tu avais un décalage d'un millimètre, c'était fichu, tu passais. Il y a un tas de profils qui paraissaient pas très intéressants, qui du coup, mine de rien, sont renforcés, tous les profils défensifs. Les halbardiers sortent grandis du truc, mais je pense au profil sauvageon, dont le nom m'échappe, celui qui taunte, qui pareil va en profiter ça va lui faciliter le travail pour rediriger les charges. Donc clairement, je pense que c'est là, sur toute cette 1.5, c'est vraiment le point qui va vraiment changer les choses. Et à mon avis, il va beaucoup changer les façons de jouer. Ou en tout cas, les façons d'aborder la partie. Ça va être un peu moins bourrin et un peu plus fin. Ce sera pas forcément un mal. Je suis plutôt d'accord avec le Lapin, c'est-à-dire que le jeu se limitait quand même beaucoup à courir tout droit et de toute façon, ça passait quoi qu'il arrive, à moins de rester la distance de charge. En fait, c'était plus le seul élément qui empêchait de réussir toutes ces charges, c'était de faire un mauvais jet de dés sur la distance. Mais autrement, c'est vrai qu'elles étaient toutes réussies. Et le fait que l'unité chargée doive se déplacer dans certaines situations très rares pour permettre à celui qui le charge de rentrer en contact, c'est du jamais vu, je pense, dans le jeu de figurines. Ouais. Même si on le remet dans un contexte réaliste, bien que dans le jeu de figurines, ce soit pas forcément... C'est rare que le défenseur aide l'attaquant à l'agresser, quoi. Se mettre... Alors c'est sûr, il parlait des halbardiers en termes d'unités avantagées et aussi des tulis. Et comme disait également Lapin, c'est vrai que les sauvageons qui ont une multitude d'unités, ça va vraiment leur permettre de bloquer les charges adverses. Là où avant, le fait d'avoir beaucoup d'unités, ça aidait pas forcément à ce niveau-là, quoi. C'était plus compliqué à mettre en place, on va dire. C'est vrai que la phase de mouvement sera plus tactique, on va dire, qu'à l'heure actuelle. Il faudra réfléchir un peu mieux au placement de ces unités. Oui, complètement. Je suis d'accord. Dans le groupe de joueurs qu'on a, il y a certains joueurs qui ont joué des jeux plus historiques et ils retrouvent un peu avec cette 1.5 on va dire, cette règle de zone de non-droit où en fait, avec la position de nos unités, on peut empêcher les charges certaines charges, etc. Et c'est vrai que ça va changer énormément et ça reste plus logique. Et surtout de ne pas voir se faire, que le défenseur n'ait pas trop se déplacer, qu'il n'y a qu'un seul cas très rare où il se déplace. C'est assez bien, quoi. Parce que moi, de ce que j'ai retenu, si je ne me trompe pas, le seul cas très rare où le défenseur se déplace, c'est dans le charge multiple. C'est quand on engage deux unités. C'est celle qui reste. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, ouais. Toi, Benito, comment tu l'appréhendes, cette nouvelle règle ? En fait, il y aura moins de chipotage, on va dire, sur est-ce que la charge était légale ou pas légale. Là, c'est j'engage à 50%, j'engage pas à 50%, et il y a moins de questions à se poser, quoi. Avant, il y avait toujours sujet à discussion et à interprétation, et c'est surtout, il y avait sujet à interprétation, et là, beaucoup moins, du coup. Effectivement, ça permet aux unités un peu plus populeuses de pouvoir se servir de bloqueurs pour préserver ces unités les plus puissantes. Pour les Stark aussi, on peut y penser. Après, est-ce que ça vaut le coup de resacrifier un loup pour bloquer une charge ? Un loup qui rapporte un point de victoire. C'est ça, en fait, quand il valait pas de point de victoire, oui. Là, maintenant... Ouais. Par contre, justement, avec cette règle-là, je trouve que le loup, sur les attaques en bordure de terrain,
va se protéger plus facilement en l'orientant bien. S'il y a une unité qui est pas très loin, en l'orientant bien, on va dire en losange par rapport au carré de la future cible. S'il y a une autre unité derrière, on peut faire en sorte qu'elle ne puisse pas charger le loup parce qu'elle ne peut pas mettre son socle. Alors Ouais. qu'avant, on aurait pu le faire. Je vois ce que tu veux dire. Après, les loups, vous avez été extrêmement nerfés sur la précédente fac, reviennent un peu en force du fait que les attachements qui permettent de les acquérir restent plus abordables. Enfin, ça, on en parlera tout à l'heure. Oui, je me souviens. Ouais. Pas tous, mais quelques-uns. Bah, les deux qui étaient moins joués avec le nerfage des loups. Ouais. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que les autres, comme ils pouvaient être joués en tant que généraux, ils étaient gratuits. Ouais, puis Rob Stark, même sa version à 3 points, même sans loup, était déjà forte. Alors que jouer Bran sans loup, ça Ouais, fait pas pour 3 points. c'est ça. Puis même l'attachement de Bran, on verra tout à l'heure, mais bref, je le trouvais un peu cher. Autre grosse modification, les tests de morale. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que je n'aimais pas l'effet bombe du moral. Je trouvais que c'était trop aléatoire, du coup. Les unités avec un très bon moral n'en avaient rien à fiche. Au pire, tu perdais une unité. Avec ça, tu vas pas loin. Les unités à faible moral se faisaient totalement dévaster. Là, avec une unité avec un bon moral, je pense au Berserk, par exemple, on va commencer à flipper un petit peu à l'idée de perdre le moral. Parce que potentiellement, on peut perdre 4 mecs, ce qui n'arrivait jamais, ou quasiment jamais. Et inversement, les populeux, encore une fois, les sauvageons en sortent grandis par cette modification. Les populeux vont moins craindre le moral et du coup, on peut pouvoir tenir un peu plus. En soi, je trouve ça pas mal. Je pense que ça va pas affaiblir le moral. J'en suis même intimement persuadé. Par contre, ça va plutôt le dispatcher, plutôt que d'avoir un gros effet. On va mettre une bombe de morale sur cette unité-là pour la flinguer. On va plutôt y être à la sulfateuse. Toi, tu perds, toi, tu perds, toi, tu perds. Donc, c'est vraiment plus du tout la manière de jouer. Je pense que la manière de jouer, le moral va différer, notamment pour les deux armées qui jouaient beaucoup dessus. Mais je pense pas que ce soit moins fort, bien loin de là. Non, je pense que ça va juste lisser un petit peu plus. Comme tu dis, tu auras plus cet effet exponentiel dans l'échec des tests de morale. Et les résultats vont être un peu plus médians. Et que tu aies un bon moral ou un mauvais moral, si ton jet de morale est raté, la sanction sera la même pour tout le monde, en fait, quoi. Je pense notamment au peuple libre qui ratait un test de morale, il pleurait, quoi. Enfin, enlever la moitié d'un socle, voire un socle, presque un socle complet. Alors que tu prenais l'exemple effectivement des Berserkers Stark, au pire tu perdais 1, 2 figurines, bon, ouais, c'était pas très grave. Là, quelle que soit la faction, le prix à payer sera le même pour tout le monde en fait. Tu vas vraiment différencier deux choses sur le moral, qui est le fait de pas facilement subir les effets du moral, Ouais. tenir le choc, et le fait qu'une fois que tu craques et tu perds tes hommes qui partent dans la nature. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir différencié les deux effets. C'est ça. En tant que joueur Lannister, c'est assez délicat à appréhender, on va dire, parce que ça change en fait la façon de jouer, le moral. C'est vrai qu'avant, on s'amusait à bombarder les unités à faible moral pour les dissoudre avant même qu'elles arrivent au contact, pour qu'elles puissent faire quelque chose dans la partie. Ou alors on pouvait même envoyer un garde Lannister contre une unité à faible moral. On savait que même en tapant comme une moule, juste par la règle spéciale de l'unité, ça allait permettre de dégommer celle d'en face à la longue. Maintenant, ce ne sera plus trop le cas. Alors c'est vrai que des gardes Lannister, moi c'est surtout c'est pas tant sur c'est pas tant ce genre de personnage-là qui fera un peu plus mal justement sur les unités qui avaient un bon moral. Donc bon, c'est pas plus mal. Et puis c'est vrai que ça lisse, ça enlève un peu aussi le facteur chance. Le facteur chance, il était un peu trop important au jet de morale. C'est sûr que même en jouant Lannister soi-même, hein, si on jouait justement face à un autre Lannister, imaginons qu'il nous mettait Cersei sur une unité d'arbalétrier et qu'on se tapait un double 1 sur le jet de morale, dès le départ, on avait la moitié de l'unité d'arbalétrier qui sautait sur un seul jet de dés. Et c'est vrai que contrairement à beaucoup de jeux de stratégie où il peut y avoir des relances, où il peut y avoir des
des petites spécificités qui permettent de contrebalancer un mauvais jet de dés. C'est un jeu où il n'y en avait pas. Donc c'est vrai que ça lisse à ce niveau-là. Je suis plutôt d'accord sur le lissage du nombre de pertes que peut faire le moral. On n'aura plus une unité dissoute en 2 jets de moral ratés, quoi. Au pire, tu perds un rang et on n'en parle plus, quoi. Voilà. Au pire du pire, il faudrait 3 jets de morale où on n'a pas de chance pour que l'unité soit détruite. En contrepartie, ça donne aussi plus de puissance en fait aux dégâts directs. C'est-à-dire, avant, on pouvait quasiment tabler que sur le jet de morale pour détruire les unités fragiles à ça. Maintenant, il faudra aussi taper. Alors, c'est pour ça que pour moi, le garde Lannister, malheureusement, il tape mal. Et sa pénalité de morale, bah, ça ne pourra jamais faire non plus masse de mort. Alors, pour moi, c'est une unité qui va peut-être un peu disparaître. Ce sera peut-être moins utile qu'auparavant. Elle sera peut-être un petit peu moins utile, mais bon, à voir, oui. Son rôle va changer surtout. Elle aura son rôle de tank, là où avant, elle pouvait dissoudre des unités avec un faible moral, quoi. On a l'impression que quand même avec les petits ajustements qu'ils font, plutôt que de disperser tout le combat sur l'ensemble de la table, ils essaient de nous forcer un peu à le centrer. C'est-à-dire que pour détruire une unité comme tu faisais avant au moral, il ne faudra peut-être pas une seule unité qui te permettra d'avoir un jet de test de morale raté sur sa cible, mais qui est justement une succession de tests de morale effectués contre ta cible. Et c'est un peu la sensation que j'ai. Déjà, ils avaient rétabli un peu la prise d'objectif qui avait changé avec la fac précédente, où là, ça te demandait de le contrôler, et de t'en emparer et de le contrôler. Et voilà, ils vont te demander de te concentrer sur une zone assez précise au niveau du combat. Il n'y aura plus le côté je fais un double 1 au mauvais moment et je perds la partie parce que j'ai foiré un jet de morale quand il fallait pas, quoi. Je pense que ça disparaîtra plus ou moins, cet aspect-là. Mais je pense que le retour global des joueurs, ça a été que les dés sont très prédominants quand même dans le jeu. Et comme tu dis, un mauvais jet de dés, que ce soit sur une attaque ou un test de morale, peut te retourner la partie complètement, alors que s'il faut, elle était en ta faveur, et ça vient de te ruiner ta game, quoi. Donc je pense effectivement qu'ils avaient des petits ajustements comme ça qui permettent de lisser un peu les stats. C'est un peu pour jouer à d'autres jeux, c'est un peu le reproche que je faisais à ce jeu-là. Comme tu dis, le jet de dés initial, s'il est mauvais, en fait, t'as aucun moyen de le rattraper. Et là, sur les tests de morale, ça permet d'avoir un effet médian. Tu sais que dans le meilleur des cas, tu vas perdre 2 unités si tu te foires, et dans le pire des cas, tu perds un rang. Donc le risque est plus facile à calculer. Le moral était, et encore d'ailleurs, le seul jet où quelque part tu n'as pas d'influence positive. L'attaque, enfin ton jet de combat, tu charges, tu as une relance. Tu as un cas de relance, ton adversaire peut te faire relancer pour te le rendre moins bon. La défense, bon, tu as cet effet-là de relance. Et finalement, le moral, le seul moyen que tu avais de le faire relancer, c'était pour le rendre plus mauvais pour celui qui le faisait. Et tu n'avais aucun moyen de lisser un jet de morale raté de base. Parce que du coup, c'était quelque part la seule caractéristique qui était un peu dans ce cas-là. Le fait de le modifier comme ça, on n'aura toujours pas moyen de relancer un jet de morale raté. Mais bon, l'impact est moins important. Pour quelque chose sur lequel, quelque part, on n'a pas de prise, de possibilité d'améliorer, je trouve que c'est plutôt un bon choix, en fait. Ça rend le moral comme un plus important dans le combat, et pas comme quelque chose de totalement déterminant, comme peut l'être un jet d'attaque. C'est vrai qu'il n'y avait pas de relance positive, on va dire, mais il y avait quand même des capacités qui permettaient de réussir automatiquement les tests de morale. Oui. Il y avait quand même ça. Ouais. Après, il y a toujours la possibilité dans les relances de faire relancer aussi le D3. Ça avait été expliqué. Pour le paniquer dans l'effet néfaste. Ouais. Par exemple, si ton adversaire a raté son test de morale et qu'il se prenne que 2 blessures, ça te plaît pas, tu peux aussi lui faire relancer le D3 si tu veux. Non, mais je pense que globalement, ces deux modifs, que ce soit pour les charges ou pour le moral, sont assez positives. Ouais, c'est un jeu d'affrontement, donc effectivement, si tu peux ruiner ton adversaire par l'attrition au moral comme ça, c'est un peu aussi démotivant pour ton adversaire de se faire défoncer sans avoir eu l'occasion de t'approcher. Non. Lannister, on est d'accord, hein, ça fait du bien de casser au moral à l'adversaire. Contrairement aux attaques à distance, le moral n'avait pas de limite de portée. Ouais. Vous pouvez faire un test de morale à n'importe qui sur la table, n'importe où.
Avec la couronne, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Finalement, le moral, c'était une catapulte avant l'heure. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, avec cette 1.5 sur les règles, on a aussi dit 1.5 sur l'ensemble des armées. La plus grosse étant sur les Stark. Les boucliers Tully. Bon, ça. Ah, c'est très très bon. Ouais. Non, mais je crois que c'est une erreur, c'est une coquille, ils vont corriger, je crois. Hein. Donc, Non, ça, moi je trouve qu'ils sont pas trompés. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Lapin, mais Ben, les boucliers Tully, il faut bien reconnaître qu'on les jouait pas. Enfin, moi, j'adore les boucliers Tully. J'adore ce profil, qui est vraiment en plus différent dans l'armée. Mais faut être honnête, quand tu mettais d'un côté les boucliers Tully et de l'autre les berserk, c'était un peu rare que tu gardes les Tully. Hein. Voilà. C'est quand même moins bon. À voir si le fait de les baisser comme ça, sans contrepartie, va pas du coup être trop fort. Je ne pense pas qu'ils remplaceront les épées niches. Leur profil n'est pas du tout le même, leur utilité n'est pas du tout la même. Moi, j'adore les épées niches et je continue à en jouer. J'en joue toujours au moins une. Par contre, ça, c'est clair que les jeux Tully, déjà, vont commencer à avoir un peu de gueule. Que jouer les boucliers, du coup, ça, c'est clairement une unité de prise d'objectif. Hein. Avec la modification des charges, ça va vraiment renforcer le profil. Enfin, je pense que les joueurs Stark vont vraiment commencer à avoir un intérêt à l'utiliser. C'est vrai que c'est la modification qui frappe le plus. Est-ce que c'est la plus importante? Je suis pas certain, parce que ça va surtout servir à ramener l'unité sur la table. non, mais voilà, ça les remet dans le match en fait. Si tu voulais les rendre assez résistantes en les mettant avec Brinden, ça te faisait une unité à 9 points. Est-ce qu'elle valait 9 points? Clairement pas. Là, pour un point de moins, effectivement, tu te mets Brinden en attachement, plus des boucliers Tully, tu as un truc quasiment indémoralisable et intuable, quoi. Ouais, ça commence à tanker. Ouais. Après, moi, j'avoue que sur les modifications de profil, c'est plutôt les modifications apportées à la cavalerie et en de hache, de toute façon, on va bien y venir, qui m'ont marqué. La cavalerie, sur le coup, ça m'a fait un choc, puisque j'ai joué quasiment qu'avec Brinden, faut bien dire ce qu'il y a. Je les trouvais pas terribles sans ça. Et je comprends la modification. Jusque-là, ils avaient un peu. Enfin, le profil était un peu le cul entre deux chaises, en fait. Tu avais une unité qui tapait pas fort, parce que du 4+, en Stark, c'est pas foufou, mais qui avait cette capacité de double charge qui la rendait, qui en faisait un profil vraiment d'assaut. C'était vraiment bizarre à jouer. Là, maintenant, on a vraiment un profil de harceleur. Le but est vraiment d'attaquer de côté, de flanc, avec un profil qui tape un peu plus sur le premier impact. Est-ce qu'on va les revoir? J'en suis pas certain. Alors, moi, je les trouvais déjà très bien avant. Je vais bien m'en servir. Là, en fait, leur rôle va complètement changer. Comme tu dis, ils avaient plus un rôle de harceleur, je trouvais, avant, avec leur système de double charge. Là, ils vont plus servir à dispenser effectivement des pions paniqués et affaiblis. Et ça, l'idée sous-jacente, je pense, c'était aussi de ramener Roderick Cassel en tant que général. Il était déjà très bien, Roderick. Pour moi, il est un peu plus jouable maintenant. Après, voilà, ça dépend de la vision qu'on avait, mais je trouvais que déjà les Outriders Stark étaient déjà pas mal. Là, effectivement, tu les mets à 3+ pour taper, ils sont encore mieux, quoi. Et après, je pense que ça dépend de la façon dont tu les jouais. Pour moi, ça reste une unité enfin, ça restait et ça reste toujours, mais ça ne l'est plus maintenant. Une unité qui est en concurrence avec les berserk. Quelque part, le problème de l'unité, c'est peut-être les ombles, en fait. D'une manière générale, le problème de la faction. Parce que, certes, tu n'avais pas le double mouvement, mais bon, tu as les cartes stars qui te permettent de le faire. Tu as une unité qui finalement allait vite, qui tapait fort, qui encaissait tout aussi bien. Que les Outriders qui peinaient un peu. Donc là, je pense que c'est moins une question de puissance que vraiment de redéfinir le rôle. On y reviendra sans doute après, mais d'une manière globale, je trouve que toutes les modifications de profil qui ont été apportées sur cette 1.5 sont avant tout
Bon, il y a le hub de profil un peu faible, mais c'est surtout une redéfinition des rôles. Bah, ça a été le cas sur les archers aussi, Oui, qui qui eux se servaient retrouvent avec un strictement à profil un rien. peu dans le même esprit. Ouais. Là, Et, et c'est le cas clairement des Outriders. les archers sont revenus aussi dans le match déjà. Effectivement, maintenant ils touchent sur du 3+, ce qui est beaucoup plus fiable. Moi, les archers, j'ai dû m'en servir 3 parties avant de me dire ça coûte trop cher pour ce que ça fait. Ok, t'ignores les unités qu'il y a entre les deux et les terrains, mais ça tapait pas assez. T'étais obligé vraiment de mettre toute une optimisation autour pour que ça puisse faire un truc pas trop mal. Enfin, trop cher pour ce que ça faisait. Là, il passe à 8 attaques de base sur du 3+. Donc, on va dire que statistiquement, tu tapes sur 4 ou 5 dés réussis. En plus, ils peuvent balancer des effets affaiblis et je pense que ça permettra aussi de faire venir, tu parlais de la maison Omble, mais un des alliés, on va dire dans la partie temporelle dans laquelle on est pour l'instant du jeu, des Stark, ça reste aussi les Bolton, hein. Et ça permet peut-être d'amener aussi des généraux Bolton et des unités Bolton à mixer avec les Stark. Avant, pour être à 5 touches en moyenne, il fallait pas bouger. C'est ça. Là maintenant, en plus, tu peux faire ton Swift. Enfin, Non, c'est tout le temps. Donc, ça devient un peu plus intéressant. Là, effectivement, ils reprennent un rôle un peu plus sympa. pour les Outriders, ce qui va être pas mal aussi, c'est que ça les met un peu en concurrence avec la cavalerie Tully. Oui, Parce que pour un point de moins, on aura une cavalerie qui maintenant est plutôt correcte, quoi. c'est ça. Ouais, sachant que la cavalerie Tully, c'est un peu je charge en ligne droite et il faut surtout que je charge le premier. Du coup, tu as deux cavaleries vraiment différenciées dans leur rôle, C'est ça. ce n'était pas vraiment le cas, je trouve, jusque-là. Tu as juste une efficace un peu pour cher et moins efficace pour moins cher. Enfin, moi, c'est le sentiment que ça me donnait, hein. Donc, Bah, franchement, j'ai l'impression qu'en liste optimisée de tournoi, de toute façon, ils n'existaient pas. Outriders, Bah, rapport qualité-prix, pour moi, sur les derniers tournois, ils étaient plus efficaces et plus rentables que la cavalerie Tully, qui, elle, était prévisible. De toute manière, tu savais que la laissée était rentrée dedans. Là, justement, c'est l'espèce d'élément perturbateur de ton armée. Alors effectivement, si tu es basé sur une liste Omble avec des berserkers qui foncent quasiment aussi vite que des chevaux, c'est compliqué justement de créer cette espèce d'élément perturbant. Pour ce qui est des grandes haches, après, c'est vrai que c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu dubitatif là, du fait des 8 attaques qui ignorent la sauvegarde d'armure pour démarrer engagé. Et c'est vrai que mine de rien, l'attaque qu'ils avaient auparavant là, qui permettait de gagner des touches supplémentaires pour chaque sauvegarde ratée, elle faisait souvent bien plus mal que l'attaque qui ignorait les sauvegardes d'armure. Donc, Ah bah, le Mighty Cleave en engagement, en charge, il faisait des ravages, quoi. Et après, si le tour d'après, tu avais eu le temps d'avoir entre guillemets le double tour en faisant justement l'Executioner's Fury, bah ouais, en un tour et demi, en gros, tu rasais une unité quasiment sûr. Là, les cavaliers Bolton, justement, ils faisaient pas trop les marioles contre eux, quoi. Et du coup, ça devient un super contre à la garde de Geoffrey. Ça peut éliminer 7 bonhommes en un tour. C'est ça. ouais, on est à nouveau dans la redéfinition du rôle. Enfin, je pense clairement que les grandes haches étaient définies comme une unité de second tour. Or, Ouais. jusque-là, enfin, très honnêtement, l'attaque qui ignorait les sauvegardes, on l'utilisait moins. Enfin, moi, j'avais tendance à l'utiliser beaucoup moins. Tu avais moins de dés, il fallait attendre un tour. Et puis finalement, tu avais déjà tellement rasé au premier tour qu'autant en lancer plus, ça fonctionnait tout aussi bien. Enfin, c'était un vrai couteau suisse. Tu fonctionnais bien partout. T'attaquais, t'étais bien. Tu défendais, t'étais bien. C'était de l'armure, t'étais bien. Ils étaient à poil, t'étais bien aussi. Enfin, vraiment, il n'y avait aucun cas où la grande hache avait une difficulté, ne serait-ce qu'une minime difficulté, quoi. Le moral est correct. Vraiment... Ah, ils allaient pas très vite. Dis donc, Bah là, le problème a été réglé. Là. Ça va, quoi. Ils se déplacent à 5. Maintenant, c'est plus connaître, quoi. Ah oui, bah, non, mais là, ça va foncer un petit peu. Mais on est vraiment sur une unité qui, quand elle va charger, va faire du dégât. Faut pas dire le contraire, mais pas forcément, c'est pas sa spécialité. Et qui, par contre, au second tour, va vraiment, pour le coup, envoyer la sauce.
Je pense vraiment là qu'on est encore. Elle n'est pas nerfée, c'est assez clair. Je ne pense pas qu'elle ait été améliorée non plus. Je pense vraiment qu'elle a été redéfinie. Non, ouais, c'est exactement. Ils ont changé le rôle là. Ça va être une unité qui va être assez balèze pour tenir un objectif aussi. Disons qu'on n'en verra plus 3 dans une liste. Non. Non, mais par contre, s'ils sont sur un objet, si tu viens les engager pour essayer de les foutre dehors, ouais, loupe pas ton coup, quoi, en fait, parce qu'en retour, ils vont pas te louper. Ouais. Et ça redonne en fait un rôle aux autres Berserkers qui Aussi. avaient complètement disparu à leur profil, quoi. J'aimais bien mixer les deux, perso, mais J'avais du mal à m'en passer. Hein. J'avais du mal à pas mettre une petite unité de Berserker quand même. ah oui, non, mais j'aimais bien, mais Force. ouais, j'aimais bien mixer les deux, les grandes haches et avoir Ah des oui, berserkers standards. C'était encore deux utilités très différentes. Tu avais une unité qui était plus là, effectivement, en deuxième lame de rasoir avec tes grandes haches, et puis tes berserkers qui étaient là pour impacter très vite et très fort, quoi. Là, c'est clairement renforcé avec cette modification de profil. Hein. Mm. Mais en plus, c'est une lame de rasoir qui va un peu plus vite. C'est ça, là, c'est le rasoir électrique direct. Là, Ouais. Alors, je suis d'accord avec vous, ces modifications sont importantes, mais moi, elles me paraissent cohérentes et positives. Moi, le truc qui m'a choqué, moi, au contraire, chez les Stark, c'est uniquement Bran et Hodor. J'ai pas compris pourquoi on a baissé le prix, quoi. parce qu'ils étaient trop chers pour acheter juste un loup, surtout. Enfin, 3 points, c'était beaucoup trop, quoi. Ouais, mais c'était quand même joué, hein. Alors, c'était joué quand les loups ça valait 0 rapportaient. point de victoire. Voilà. Là, tu engages déjà 3 points d'armée pour savoir pertinemment que ton loup va crever. C'est Ouais, je suis pas, avec nos règles de charge, je suis pas aussi affirmatif que vous, mais bon. Je me trompe certainement. Je suis moins joueur Stark que vous. Ben, tu sens. Alors, moi, clairement, Bran et Hodor étaient sortis de mes listes. et idem, pareil, là, Vraiment, depuis, à 3 depuis points, que les c'était loups. beaucoup trop cher. C'est ça. Clairement, en Stark, tu avais mieux à jouer. Et au final, globalement, j'ai l'impression que tu voyais encore Rob parce que le profil était très bon. En plus, en général, bon, bah, c'est donné, autant le prendre. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le seul qui n'a pas été modifié. Mm. Mais on voit bien sur les deux profils qui ont des loups, avec le nerf du loup qui va tenir moins bien les objets avec les modifications d'objectifs et qui donne un point de victoire très facile. Alors, ce qui était mérité au final, parce que ça devenait imbouffable d'avoir des listes à 3 loups. Je veux dire, même en tant que joueur Stark, bon, principalement joueur Stark, on va dire, je trouvais ça innommable. Le fait de baisser le prix permet de compenser un petit peu ce point de victoire facilement donné, parce que on est quand même sur un jeu où tu gagnes à 10 points. Si tu as 3 loups que tu atomises très facilement, parce que c'est quand même pas ouf non plus en défense, c'est quand même un désavantage certain. Bon, tu as l'activation gratuite, on va pas, les avantages du loup sont indéniables. Mm. Mais ils sont facilement neutralisables malgré tout. Permet de compenser un petit peu ce nerf qui est arrivé avec la modification des scénarios. Bon, c'était joué, mais c'était quand même. Je trouvais ça beaucoup moins joué en compétitif quand même. Et Recon, personne ne le jouait. Enfin, aucun Avant intérêt. Le nerf, c'était joué. Ouais. Mais avant le nerf. Oui, avant, mais depuis la précédente fac, il n'y avait aucun intérêt à prendre Recon, quoi. Attends, un point, c'est sympa. Mais pour moi, les stacks, ça reste quand même la seule armée qui peut se permettre en 40 points d'acheter des personnages parce que justement, elle ne perd pas d'activation. Elle va toujours garder un loup pour avoir une activation. Ne serait-ce que pour l'activation en plus, c'est intéressant, quoi. Oui, là, ça redevient intéressant. Ça l'était plus. À la limite, même si le loup, on ne le joue pas, on le laisse en fond de table. Hein, mais pour 2 points, on a une activation. C'est ça. Le loup, il va faire un mouvement à la noix, mais ton adversaire, lui, il est obligé de jouer une vraie unité en face, quoi. Là, actuellement, avec la baisse du coût des attachements qui te permet de les acquérir, effectivement, tu peux penser à faire ce genre de choses. Mais avant, pour 3 points, comme disait Lapin, il y avait des choses bien plus intéressantes à acheter, quoi.
On va être honnête, hein, avant, tu t'achetais pas un bras Néodore à 3 points, enfin, autant mettre 100 de ça, quoi. Pour moi, c'est la même Complètement. chose. Et en plus, tu as une activation. Ouais. En Ouais. start, tu jouais beaucoup de 3 NCU, mine de rien. Ces points libérés te permettaient de jouer très facilement 3 NCU. Mm. À côté de ça, tu vas avoir un La Montagne à 3 points qui n'est pas joué non plus. Tu vas avoir Tyrion, le petit Tyrion à 3 points qui n'est pas joué non plus. Enfin, il y a plein d'attachements comme ça qui auraient mérité de baisser en points et qui en plus ne te donnent pas d'activation. Et bien justement, on va attaquer les Lannister pour avancer un petit peu. Ouais. Ah bah, Non, on voit bien que le sujet des Stark vous agace. après, on va être honnête, hein, on a Fuyez le tout débat. gagné à cet 1.5. Hein. Oui. En fait, Le Stark n'a rien perdu en 1.5. Ah non, non. même les Clairement, Lannister ils ont gagné. En fait, on a l'impression que ça a été le nivellement des premières armées sorties pour se mettre à niveau des dernières armées qui sont, elles, déjà sorties ou vont sortir. Je ne les trouvais pas en deçà, moi, personnellement. Ouais, j'avais surtout l'impression que les Sauvageons avaient du mal. Ouais, Ouais. alors du mal, non, parce que l'armée est bonne, mais elle est dure à prendre en main. C'est des cartes qui sont difficiles à utiliser. Ouais, c'est les cartes. Les synergies sont fortes, mais ouais, faut être concentré pour réussir à tout mettre en place, quoi. Puis, comme on au disait, moment où il les y a aides une moitié. morales font tellement mal à cette armée que Ouais, déviez pas du sujet, on va revenir sur on revient sur Lannister. Allez, Alors, changement Lannister. Alors justement, mais Lannister, dis-nous ce que t'en penses. les changements chez les Lannister, ah bah, ils sont très Voilà. bien. Non, les Halbardi méritaient vraiment un coup de pouce, d'autant que c'est l'une des rares unités qui n'est pas dans le thème, en fait. C'est-à-dire qui ne joue pas sur le moral. Mhm. Et au final, c'est la seule unité vraiment défensive de l'armée. Mais pour 6 points, c'était pas intéressant. Elle faisait 7 attaques à 4+. Elle manquait de défense, elle manquait de morale. Et surtout, bah, elle combattait pas avec le reste. Donc Mm. au final, on l'a laissé de côté. On lui préférait largement pour 6 points des hommes de la montagne ou des arbalétriers ou n'importe quoi qui allait faire plus mal et qui allait être plus mobile et plus facile à utiliser. D'autant que l'ordre des Albardiens ne fonctionne que de front. Et que ça arrivait très souvent de se faire flanquer avant même d'avoir pu utiliser l'ordre pour lequel on achetait l'unité, quoi. Donc c'est vrai que le plus une attaque et le plus ça en morale. Je sais pas si l'unité va être plus jouée, mais bon, elle méritait en tout cas d'avoir une petite compensation. Elle était un peu faible pour son coup en point, quoi. Ouais. Par voilà, rapport ouais, c'est son profil de dé qui change surtout. Elle va être un petit peu moins sensible à la poutre, quoi. Tant qu'il lui reste de rang, tout va bien, quoi. ouais. De toute façon, c'est une unité, il a toujours fallu qu'il y ait le vétéran d'assaut avec pour qu'elle commence à devenir problématique pour l'adversaire, quoi. Puis il se pose la question s'il la charge ou pas. Ouais. Sans vétéran d'assaut, il ne risquait pas grand-chose quand même, hein. Cette attaque à 4+, pour avoir ta sauvegarde d'armure, il risquait vraiment pas grand-chose. Après, on a eu les fils du guerrier. Les fils du guerrier, bah, qui eux sont devenus pour le coup pas mal du tout. Ils sont passés ils ont eu un peu le même bonus que la cavalerie Stark au final. Ils ont gagné +1 à leur jet d'attaque. Ils ont gagné. Bon, leur règle spéciale a changé un petit peu. Ils ne peuvent plus avoir un nouveau jet d'attaque. Je crois qu'ils mettent des tokens, c'est ça, pour un point de foi. Attends, je regarde. Ouais. C'est de mémoire, c'est affaibli et celui du moral. Le nom m'échappe à l'instant. Justement, parce que les ricains râlaient parce que ça affaiblit pas l'armure, c'est nul. C'est soit ils ont +1 à l'armure, soit ils donnent des tokens à l'adversaire. Ouais, c'est pas mal. Puis c'est surtout, moi, je trouve le rattachement qui est venu vraiment pas mal. Qui permet de régénérer des modèles à chaque fois qu'on réussit un test de morale. Alors, pour des unités qui ont des morales à 4+, c'est vrai que bon, tu es sûr à chaque tour de régénérer 2 bonhommes qui ont une armure à 3+ les 3 quarts du temps. Donc c'est vrai que c'est pas mal. En sachant qu'ils gagnent des tokens de foi en plus en faisant des tests de morale, donc c'est Ouais. que du positif. Ouais. Non, c'est une unité maintenant qui est devenue autonome. Là où avant, c'est vrai qu'elle était injouable pour 8 points, elle était trop mauvaise. Enfin, si on jouait pas le grand moineau, c'était pas jouable. Ça forçait à jouer le grand moineau. Là, je pense qu'on peut la jouer même sans jouer le grand moineau. Justement, avec cet attachment-là, par exemple.
les Kingsguard, bah, c'est bien ce qu'ils ont fait. Je sais pas si ce sera plus joué du fait que Geoffrey est quand même très compliqué à jouer. Après, l'unité méritait d'être améliorée, ça c'est clair. Oui. Ça, mais le fait que ce soit Geoffrey, qu'il ait toujours ses cartes qui donnent autant de pénalités que d'avantages, ça peut être très fun à jouer. De toute façon, comme avant, hein, en amical, ce sera très sympa de jouer, vouloir jouer Geoffrey, etc., avec sa garde. En tournoi, on le verra pas. Hein. Il sera toujours absent des tournois. Je suis beaucoup moins convaincu. Parce que la Kingsguard, comme les halbardiers, en fait, d'une manière générale, l'armée Lannister profite de ces modifications de cartes, mais profite vraiment, je trouve, des modifications de règles. Euh, le désavantage de Geoffrey, finalement, fait moins peur avec la modification du moral. J'entends. Je vais passer outre. Et à côté de ça, la garde, qui avait ce problème le vrai problème de la garde, outre le fait que Geoffrey, c'était vraiment un poison, c'était le fait de ne pas régénérer. Là, maintenant qu'on a des profils qui encaissent bien, qui tapent comme des fous et qui, en plus, vont pouvoir régénérer, dans une moindre mesure, il va falloir le gérer quand même, bah, tu as moins ce côté, si je rate mon coup, je me fais annihiler en un tour et c'est fini. Du coup, ça va devenir jouable. Et puis les cartes de Geoffrey, en fait, en les relisant, outre le défaut qui est vraiment pénible, hein, ça, d'accord, elles sont pas si mal, en fait. Elles sont assez neutres en termes d'avantages-défauts. Donc la modification du moral va, je pense, la rendre plus jouable. Je dois avouer, c'est vrai que les listes top méta de tournoi Lannister, bon, c'est toujours la même chose. Hein. Ça va être de la cavalerie, la montagne à cheval avec de la cavalerie, Bolton. Maintenant, Bolton en plus parce qu'il coûte moins cher. Ce sera un mix de cavalerie, Bolton et Lannister. Et avec soit le grand moineau pour pouvoir aligner le plus de monde possible, soit, à mon avis, Geoffrey, ça va rien changer. Je parle après de la méta de tournoi. Hein. En partie sympa, c'est sûr qu'avant, c'était très compliqué même en jouant en amical. Maintenant, en amical, c'est tout à fait jouable, ça je suis d'accord. Bah, même la modification des bannières, hein, Oui. Pareil, le fait d'être limité à une fois par partie pour chaque, tu es un peu limité d'un point de vue stratégie. Là, tu as quand même une possibilité de réagir par rapport à ce qui se passe. Ça sera jamais une unité top tier. Ça reste super rentable pour 6 points, mais avec un commandeur qui n'est pas ouf. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je pense que ça va devenir jouable en tournoi et jouable de façon intéressante. On n'est plus dans c'est hors de question de le jouer parce que c'est 6 points filés, c'est 6 points perdus, quoi. Plus un commandeur perdu. Donc, à voir. Après, s'il meurt, il y a toujours la contrepartie, quoi. Ouais. Ah bah oui, non, mais ça va perdre. Ça fait toujours très mal, par contre. D'ailleurs, le retour de bâton, si on perd l'unité rapidement dans la partie. Ouais. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur les Lannister Sur les Lannister, belle faction. Je trouve qu'on est pareil, toujours en thème de la redéfinition de l'armée. Je ne sais pas quel effet ça vous a donné quand le jeu est sorti, mais je trouve que dans la boîte de base, tu avais vraiment ce côté, le Stark c'est l'attaque, et le Lannister c'est la défense. Oui, et je trouvais que ce côté s'était un peu dilué avec le temps. Et là, les modifications apportées, le champion de la foi qui régénère, les halbardiers qui deviennent quand même avec un 1.5 bien meilleur en défense qu'ils l'étaient, le moral qui est moins efficace, qui fait que les gardes, du coup, redeviennent un vrai profil défensif et plus un profil d'attaque indirecte, ce qu'ils étaient. Je trouve qu'on retrouve bien la modification de Jaime, mine de rien. Je trouve qu'on retrouve bien ce côté défensif de l'armée qui est, on encaisse et on contre-attaquera derrière. Avec le moral qui affaiblit, vraiment une armée d'attrition. Est-ce que ça va être efficace? Ça, c'est un autre souci. Mais en termes d'identification de l'armée, vraiment, on réidentifie l'armée bien, là où le Lannister, c'était un peu, on sait tout faire. Là, c'est vraiment, c'est une armée de défense et de gestion de morale. On en a parlé très rapidement. Modification sur les neutres. Ouais. Varys.
Ouais. Bah oui, c'est mérité. Ça le temps pour les gros, comme on dit. Quoi. Ça lui pendait au nez à Varys, il était trop fort, il était trop joué. Ouais, je suis d'accord que Varys, c'est un bon changement. Alors, je le regrette, forcément. C'est le deuxième gros changement qu'il a, parce qu'il a effectivement eu le premier changement où son effet n'était pas relançable en permanence, là où on pouvait le lancer indéfiniment. Là, maintenant, 5 points, écoute, ouais, il est vaut, quoi. Il est vaut. Après, c'était un pari. Pour ma part, j'aime pas trop les personnages où tu es tributaire pour déclencher leur effet d'un jet de dés. Parce que même si c'est sur un 3+, avec ma chance légendaire, je suis jamais à l'abri d'un 1 ou d'un 2. Voilà. Surtout que là, t'as que 4 tentatives possibles. Ouais, c'est un peu craignos, quoi. Là, non, pour 5 points, il les vaut largement, quoi. Oui, non, je pense que ça les vaut. Très bien comme ça. Ouais. Au moins, il sera inclus dans toutes les listes. On le verra plus à tous les râteliers, quoi. Exactement. Peut-être que ça laisserait une place pour Baelish, qui a un effet intéressant aussi, qui peut. Alors, il n'était pas dans toutes les listes, hein, mais il était souvent présent. Ouais, il était bien là quand même. Hein. Il s'était bien installé, ancien. Hein. En double liste, avait quand même souvent une des deux qui avait Varys au cas où. C'est ça. Là, la modification, alors les 5 points, c'est une chose, mais pour moi, le vrai modificateur, c'est le changement du déclencheur. Avant, tu attendais de voir ce que l'adversaire faisait. Ouais. Oh, bon, je déclenchais Varys quand même. Là, tu as un pari à faire quelque part au moment de déclencher. Ouais. Ce qui est mérité, hein, parce qu'on parle d'un profil qui était capable d'annuler la plupart des NCU à 3 points, qui avaient un pouvoir une fois par partie. Quand ton NCU t'avait gâché son pouvoir et qu'il était annulé, tu étais triste. Hein. Là, la double modification fait qu'il reste intéressant. Ça reste en moyenne, tu vas annuler 2 fois sur 4. C'est loin d'être dégueulasse. Surtout si tu annules l'action fatidique, quelque part. Mais il va y avoir un peu de réflexion pour le mettre. C'est pas, tiens, j'ai un NCU à mettre, je sais pas trop quoi mettre. Bon, à 4 points, j'ai mis Paris, c'est jamais un mauvais choix. 5 points. Peut-être que je vais mettre Balder plutôt. C'est ça. L'autre changement, c'est la cavalerie. On a parlé un petit peu. Cavalerie à 9 points. Au lieu de... Ouais, puis leur profil qui change aussi. Ils ont une armure un peu moins pétée. Ouais. Non, c'est bien qu'ils les aient baissés parce que 10 points, ils étaient quand même très chers. Leur armure sur du 2+, qui n'a pas pété un câble sur ce putain de 2+, quoi. Franchement, les mecs, c'était intuable de face, quoi. Fallait les avoir autrement, quoi. Là, ils redeviennent un peu plus neutres, justement, quoi. Et c'est pas mal. Pour moi, à 10 points, il les valait. Hein. L'ancien profil, ça valait les 10 points. Hein. Moi, j'étais pas choqué. Après, le fait de. Je suis d'accord avec toi que la 2+, c'est dur. Ouais. C'est dur à choper. Donc, du coup, là, il a réduit à 3. Et donc, forcément, il réduit le coût. Mais. Ils perdent. Me choqué, pas plus que ça, moi. Ils perdent leur capacité à répandre la peur. Bon, à la place, c'est assaut féroce. Enfin, bon, ce qui est pas mal aussi, quoi. Qui garde. Comme disait Lapin, en fait, c'est que là, voilà, on redéfinit vraiment le rôle de chaque faction. On les remet un peu à leur place, quoi. Et les Bolton, malgré le fait qu'ils soient neutres, peuvent aussi être une faction à eux tout seuls. Ce qui me désole, c'est qu'il y aura sûrement du coup jamais les hommes de la montagne à cheval. Parce que je pense qu'ils auraient eu typiquement ce genre de profil-là. Oui, c'est possible. On les aura à 3+. Tant qu'ils filent les sauvages du Val, ça m'ira. Là, en fait, dans les Bolton, on a une vraie cavalerie lourde qui est dans la lignée des autres, quelque part. C'était la seule cavalerie qui restait statique. Enfin, c'était bizarre, quelque part, comme profil. Hein. Parce que tu tanques un objet avec ça, va le déboulonner si tu t'es placé correctement. Là, on a une cavalerie qui a besoin de rentrer un peu dans le tas si elle veut agir. Donc, comme les deux autres qu'on a actuellement dans le jeu. Ça, tout à fait. Sans la règle de bonus de charge. C'est très bien aussi la petite unité là, avec les chiens. Là. Les filles du bâtard. Ouais.
méritaient aussi d'être améliorés parce qu'ils étaient vraiment mauvais. Je les trouvais Bonne vraiment synthèse. De dire qu'ils étaient mauvais, c'est une très bonne synthèse. C'est pas fou. Ouais, c'était pas fou. Ah là, Ouais. ils font 4 attaques à distance, je crois, à 12 pas. 4 Ouais. attaques à 3+, et 6 attaques à 3+, au contact aussi. Je C'est crois ça. qu'ils peuvent mettre des tokens aussi. Ouais, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Là, bon, tu peux doubler l'attaque à distance avec une charge dans la foulée. Bon, ça. Pour finir quelque chose, voilà, une unité qui est déjà bien affaiblie, ça peut être pas mal. Mais, bon. Ils sont à 7 points, non? Ils sont Cher. à Je 7 continue points. à trouver cher pour un profil qui est vraiment délicat à utiliser. Ouais. Moi, je suis toujours pas fan de cette unité. Ouais, pourquoi pas. Fred sur les 2 armes aurait pas été volé, je pense. C'est la sauvegarde à 6+, en fait, qui fait que l'unité est vraiment dure à jouer, quoi. C'est ça, et qu'ils aient pas trop de capacité d'esquive. Enfin, chez moi, comme tu dis, je trouve c'est compliqué pour eux, quoi. On va passer sur les sauvageons. Ça va être très rapide, les sauvageons. Oui. Les piqueuses. Toi, qu'est-ce que t'en penses, le lapin? Tiens. Bah, les piqueuses, je les trouvais sympas avant. Bah, là, elles sont moins chères, donc c'est mieux. On est dans l'optique de l'armée. C'est pas... Voilà, on reste dans la logique du reste de la FAQ. Après, bon, on sent que pour les sauvageons, ils attendent encore de voir ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une armée qui a longtemps été derrière aussi parce qu'elle avait beaucoup moins d'armes que les autres. Maintenant qu'on a des unités, des choses, on va pouvoir l'avoir évolué et du coup, ils pourront faire d'autres choses plus tard, je pense. Du coup, les piqueuses, dans la logique, on va peut-être les voir un petit peu plus que la troupe de base là, qui était jouée, qui est jouée par deux. Enfin, à voir. Je pense que ça va l'avoir un peu plus joué, c'est pas volé en soi. Ça reste 4 points, ça reste un point de victoire assez facile à prendre. Hein. Elles sont quand même en carton-pâte. Hein. Ouais, c'est pas déconnant, d'autant que le Sundering est uniquement sur charge. On va attaquer maintenant la Nightwatch. Moi, je dirais que ça leur fait les frères jurés, moi j'en pouvais plus, quoi. Ouais, complètement. Il valait 6 points et demi. Enfin, ils avaient un profil d'une unité à 6 points et demi, il valait 6 points. Donc, Non, mais quand on se dit être une armée d'élite et qu'on a des profils low cost à un moment donné, un coût low cost, pas le profil qui était low cost, mais le coût qui était low cost, 6 points pour une unité comme les frères jurés, ouais, c'était n'importe quoi, sérieux. Enfin, les vétérans, ils avaient quasiment aucune chance à côté, quoi. Je joue du frère juré. Le frère juré, c'est pas cher et ça marche très très bien. Là, il repasse à 7 points. Bon, bah, ouais. Alors, c'est très drôlement avec la mise à jour de War Council, dans mes armées, là, toutes mes anciennes listes, elles sont passées à 43, 44 points Nightwatch. Ouais. Bah voilà. Bon, j'avoue, mes listes Lannister passaient à 41 points à cause de Varys, hein, mais... Mais non, par contre, en contrepartie, effectivement, ils gagnent un profil, ils gagnent 1 dé quand ils sont full rang. Bon, c'est bien. Non, c'est un bon ajustement à faire. Je l'ai trouvé trop fort. Le souci de la Nightwatch, c'est qu'elle arrivait à avoir autant d'activation, par exemple, que des Stark ou des Lannister, alors que c'était censé être une armée en sous-effectif, quoi. Oui, par rapport à la thème. Par rapport à la thématique, exactement. Donc, je trouve ça très bien qu'ils aient réajusté le coût de cette unité qui avait le meilleur ratio rapport qualité-prix, toutes factions confondues, quoi. d'autant qu'ils avaient de très bons NCU à 3 points. En plus, oui, bah là maintenant, ça va non plus. Voilà. Maintenant, avec. C'est très bon NCU à 4 points. Quoi. Voilà. Ils perdent 4 points dans leur liste, la plupart des joueurs. C'est ça. C'est ça. Bowen March, pour ne citer que lui, qui était le moteur de pioche quand même de la garde de nuit, là du coup, il rigole un peu moins, quoi. Il passe à 4 points. Avant, c'était un peu le bouche-trou. Maintenant, non, il faudra vraiment s'en servir. Et on arrêtera peut-être de voir aussi des listes Nightwatch où on avait 4 ou 5 unités sur la table, plus 3 NCU. Enfin, c'était imbuvable. Là, mon dernier tournoi, là, j'ai eu mon adversaire, The Red Eye. Il avait 5 Storm Brothers, quoi. Ouais, bah voilà. Bah ouais, non, mais bon.
C'est tellement table. Il n'y a rien de plus à faire. Enfin, c'est évident, j'ai envie de dire même. Et les arbalétriers aussi maintenant. Oui, Oui, c'est vrai. oui. Il n'y a pas les Ranger Trackers, non? Et quoi? L'unité super Les armes chère. Les paludiers d'élite? C'est ça, les paludiers d'élite, mais qui font. Ouais, je pense qu'on les a pas bien compris. Ça doit être ça. Pas compris l'idée du designer. C'est du up, hein. Enfin, en même temps, du up sur des unités que tout le monde, enfin, tous les gardes de nuit jouaient. À un moment, il fallait bien que la sanction tombe, hein. Moi, quand je vois, je suis régulièrement les groupes américains du jeu. Their eyes closed, his hand behind her head, her hand on his cheek. Danny's eyes open suddenly as she draws a sharp breath. John's eyes open as well, already filling with tears. For a moment, neither moves, as if moving will make this real. We see John with his hand still on the hilt of the dagger he just lodged in Danny's heart. Her strength leaves her and she collapses to the marble. Quand je vois les mecs hurler à la lune en disant que Bowen March est fini, qu'on ne jouera plus, que les Storm Brothers ils sont devenus mauvais, elles sont déconnées les mecs, les pots de saucisson des yeux quoi. Enfin les Storm Brothers à 7 points, moi je les prends quand vous voulez dans mon armée. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est même Bowen, enfin je veux dire, t'as une capacité de pioche avec lui. Ah bah non, mais c'est le Tyrion, Tyrion il coûte 4 points, ça n'a jamais fait hurler le Lannister quoi. Enfin, je veux dire à 4 points on le joue. Enfin, moi, je le joue. Bowen reste un gros moteur de pioche. Ça Là, permettra. en plus, t'avais le choix, quoi. Enfin, je sais pas, c'est par un 4, moi je le trouve toujours très bon. Ça reste quand même un mec qui te permet de choisir la carte, enfin, de cycler rapidement ton deck de pioche, mine de rien. Et puis tu vas choisir la carte entre les deux, donc tu vas avoir plus de chances de tomber sur quelque chose qui t'est utile. Ou du moins d'éviter la carte qui vraiment, à ce moment-là, ne sert à rien. Parce que t'as pas ton moteur de pioche. Non, surtout que là, en fait, pour les armées qui jouaient les spams Stormbrother, pour rattraper un peu le delta de points qu'ils ont perdu, ils virent une unité de Stormbrother, ils mettent une unité de conscrits là, juste pour payer la taxe, en gros, quoi. Et ça va marcher quand même. Hein. Mais bon, ils ont eu quelque part que du nerf, donc ça les fait râler face au Stark. Ah oui, ils auraient mérité que certaines unités soient améliorées aussi. Justement, parler des Ranger Trackers, ils auraient pu baisser d'un point à 6 points, ils seraient peut-être un peu plus intéressants, par exemple. Tu sens que comme pour les sauvageons, ils attendent d'avoir un peu plus de retour. Leur cavalerie Il y a aussi. un temps de différence quand même avec les armées sorties à la base, hein, quasiment. Ouais. Donc, c'est sûr que tu as moins de données sur le truc. Hein. Sur le Stark ou le Lannister, les problèmes, on les avait bien identifiés. Sur le garde de nuit, on l'avait aussi bien identifié dans l'autre sens. Quoi. C'est ça. Non, mais après, je pense qu'effectivement, il y aura une amélioration, que ce soit pour la cavalerie garde de nuit ou justement pour leurs archers qui sont pas si mauvais que ça, mais qui sont juste trop chers en fait pour l'effet qu'ils peuvent avoir. Les pyromanciens, ils auraient mérité de baisser aussi. On a fait le tour puisque les Baratheons n'ont pas eu de modification dans ce tome .5, même si globalement, votre avis? Globalement, c'est un rééquilibrage. Hein. On remet dans le match des armées qui en étaient un peu sorties. On redescend un peu le niveau de ceux qui étaient partis un peu trop haut et on reste, on remet tout le monde un peu sur un pied d'égalité. Je suis d'accord, il y a un équilibrage, mais j'aime bien ce que disait le lapin sur de redonner le caractère à chaque armée et revenir un peu là-dessus, quoi. Ouais, c'est clairement ce que j'en garde sur cette 1.5. Sur les modifications d'armées, on redonne du caractère, on redéfinit bien les armées face à des axes précis. On évite le côté armée qui fait tout et qui le fait pas bien quelque part, ou qui le fait trop bien, ça dépend comment on voit les choses. Et en même temps, quelque part sur les règles, on retrouve aussi cet esprit-là dans le sens où moi j'ai toujours vu ce jeu comme un jeu de placement. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et clairement, avec les charges, ce n'était pas le cas. Et là, le fait d'avoir ces charges modifiées qui vont nécessiter de réfléchir un peu plus à son placement et à sa façon de contrôler la table, on redéfinit quelque part le jeu par rapport à ce qu'il aurait dû être. Donc, un jeu de placement où la façon de se déplacer et d'interagir avec ses unités est importante. Donc redéfinition, c'est pour moi vraiment le
le mot qui explique le mieux la 1.5. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le vois en tout cas. Je suis un peu perplexe par contre sur le. Je pense pas que ça changera. En parlant des Lannister, je pense pas que ça changera la liste actuelle. Je pense pas qu'il y aura une grande modification des listes actuelles Lannister. Il y aura toujours du full cavalerie, il y aura toujours de la montagne, il y aura toujours 2-3 généraux qui vont se disputer le top tier et puis basta, quoi. Oui, mais vu que le moral a été quand même nerfé dans le sens des Lannister, justement, ça permet de remettre des unités qui étaient peut-être plus trop jouées et qui avaient un rôle offensif ou défensif plus important. Entre des halbardiers ou des gardes Lannister, qu'est-ce que tu vas choisir pour un rôle de gardien, quoi, tu vois? Les halbardiers redeviennent intéressants. Ouais. Oui, non, mais ça, je veux bien l'entendre, mais je pense pas qu'après. Les listes cavalerie, par exemple, je jouais très peu sur le moral. Elles n'étaient pas Oui, oui. orientées là-dessus. C'était on fait des charges, on défonce l'adversaire, on lui roule dessus et point marque, quoi. Il y avait même pas, on jouait même pas le Lannister moral, quoi. Celle-là, elle existera toujours. C'était très sympathique d'échanger avec vous sur le sujet. Merci beaucoup, le lapin, merci beaucoup, Lannister, de vous être rendu disponible ce soir. Merci les gars. À vous pour l'invitation. Merci. Et puis, on espère se croiser lors de parties amicales ou plus compétitives. En tout cas, on vous remercie et on vous dit au revoir à tous. Au revoir. Allez, ciao généraux. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ça leur fait la bite. Je mettrai un petit bip. Hein. Ouais.